dans les axes d'action pour travailler avec des hommes, pas seulement des auteurs de violences conjugales, une des choses centrales, en fait, c'est d'arriver à se décentrer. Autant d'ailleurs le formateur ou le facilitateur, se décentrer nous-mêmes dans notre posture professionnelle, dans ce qu'on apporte, dans comment on entend la parole des auteurs ou des hommes, parce qu'on veut faire alliance dans le groupe, et on leur demande de se décentrer. Donc ce décentrage doit arriver des deux côtés. Une question qu'on peut se poser, enfin que je pose d'ailleurs régulièrement pour commencer cette démarche de décentrage, c'est quand on dit par exemple qu'une femme sur 5, pour ne prendre que cet exemple-là, une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel au travail, on ne se pose jamais la question, ça fait combien d'hommes ? Pas ça fait combien d'hommes qui sont harcelés au travail, mais ça fait combien d'hommes qui harcèlent des femmes au travail. Alors, dans les études, pour l'instant, on n'a pas encore tout à fait les chiffres et les réponses, mais une femme sur 5 victime de harcèlement au travail, on peut se dire que c'est pas un homme sur 500. C'est peut-être pas un homme sur 5, parce qu'il y a certainement des hommes qui ont ces pratiques tout au long de leur vie, mais c'est pas un homme sur 500. Quand on dit 200 000 ou 300 000 femmes chaque année sont victimes de violences conjugales, ça veut dire 200 000 ou 300 000 hommes chaque année qui commettent des violences conjugales, et sans doute c'est plus que ça. Quand on dit une femme sur 7 qui déclare une forme d'agression sexuelle au cours de sa vie, pareil, c'est peut-être pas un homme sur 7, mais ça fait quand même beaucoup d'hommes. Et donc, au-delà de la question des chiffres, parce qu'au niveau des études, y a des chiffres qui peuvent se contredire, ou c'est pas une femme sur 7, c'est 2 femmes sur 7. Bon, au-delà de ce débat-là, qui est un débat méthodologique qui appartient aux sociologues, dans les ateliers, ce qui est intéressant de retirer de ça, c'est du coup, il y a une culture masculine qui effectivement, comme on l'a vu dans la vidéo que vous avez présentée juste avant, légitimise et naturalise et essentialise ces violences. Et donc à la question de savoir si effectivement la société continue d'être sexiste, bon, voilà, enfin il y a un héritage qui a des conséquences toujours dans le présent, et ce système de domination perdure. Le système de domination, c'est un système de représentation sociale, donc la culture, et puis c'est aussi une organisation sociale, et donc là c'est plutôt la question de la structure. Et je crois qu'il faut agir sur les deux jambes de cette domination, à la fois la structure et la culture, et que ce travail sur ces deux jambes-là, il peut se faire avec les auteurs de violences conjugales et avec les hommes en général. C'est-à-dire, on ne va pas travailler que sur leur cas personnel, on va essayer avec eux de transformer la société, qu'ils deviennent des acteurs, des citoyens, et qu'ils travaillent sur leurs aspirations profondes pour une société plus juste, plus démocratique, et faire alliance sur leurs pratiques personnelles dans la vie privée et familiale. Moi, je souhaiterais aborder le sujet de la responsabilisation des auteurs de violences conjugales que j'ai saisi du coup à travers leur discours et leur représentation. Donc, pour situer un petit peu cette analyse, j'ai étudié dans le cadre de ma thèse le cadrage des politiques publiques et des politiques pénales à travers un important corpus de documents dans les deux pays, la Suède et la France donc. Et j'ai également déplié l'activité des systèmes judiciaires pour comprendre comment les pratiques d'une chaîne d'acteurs hétérogènes, constituée de policiers, de magistrats, de médecins légistes, de CPIP, travailleurs sociaux, etc., s'ajustent ou non pour produire donc des qualifications, réguler les flux des affaires et bien sûr les sanctionner. J'ai également analysé donc les représentations et les repères cognitifs qui sont mobilisés par ces professionnels pour donner du sens à leurs pratiques.
Et en miroir, j'ai étudié donc les techniques de neutralisation de la culpabilité élaborées par les auteurs de violences afin de réhabiliter leur identité sociale à l'issue d'une procédure pénale. Jusqu'en 2019, les auteurs de violences conjugales sont rarement évoqués dans les débats publics et peu souvent désignés comme les destinataires des politiques de prévention des violences. En France, des travaux de recherche ont permis de déconstruire plusieurs idées reçues sur les violences. Elles ont contribué à questionner la figure archétypique du monstre violent. Donc l'homme violent s'incarne finalement un petit peu dans Monsieur Tout-le-Monde. Elles permettent également de considérer la violence comme le fruit d'un raisonnement logique, c'est un peu ce dont on vient de parler. Donc la violence n'est pas l'apanage des profils présentant des troubles psychiatriques. Et elles permettent de comprendre que la violence n'est pas le fait d'une soudaine perte de repères dans les rôles sociaux, mais qu'elle est ancrée dans des rapports sociaux à la fois historiques et contemporains qui légitiment leur recours. Je m'inspire donc pour cela de travaux en criminologie qui ont dégagé des techniques de neutralisation de la culpabilité et qui ont montré que les délinquants peuvent tout à fait assumer la contradiction entre leur comportement, dont ils connaissent le caractère illégal, et leur attachement à des valeurs sociales en mobilisant des dénis de victimes, des dénis de responsabilité, etc. C'est ce que je vais vous présenter. Et je fais, avec cet ensemble de travaux, je fais l'hypothèse selon laquelle le fait de collecter des arguments de contestation des sanctions pénales permettra de comprendre ce qui encourage et ce qui freine la transformation des représentations et des comportements violents. D'autres remarques qui sont saisies donc, au cours des stages renforcent cette impression. C'est notamment l'évocation du cycle des violences conjugales qui constitue par exemple un argument au service de leur déresponsabilisation. Donc l'illustration par le cycle des violences conjugales leur paraît généralement très pertinente et ils s'en saisissent d'autant plus qu'elle leur permet d'invoquer la responsabilité de leur compagne dans la réitération des processus cycliques de crise et de lune de miel. Donc en définitive, les interventions qui les dotent d'outils théoriques risquent parfois de renforcer leur représentation. Ensuite, sur la mesure des effets du dispositif pénal, la généralisation donc, des programmes de prise en charge des auteurs de violences engendre des controverses quant à leur efficacité et aussi à la manière la plus pertinente de la mesurer. À l'international, les recherches qui observent des signes encourageants de transformation des attitudes et des représentations sont relativement rares ou produites par les promoteurs des programmes de responsabilisation. Plus souvent, les travaux universitaires soulignent le maintien d'un discours qui normalise le recours à la violence à l'issue des programmes. Ensuite, les tribunaux et les structures parapénales mesurent l'efficacité des stages à partir des taux de récidive légale et observent généralement un faible pourcentage de réactivation des dossiers de ces stagiaires. Mais la fiabilité de ce dispositif soulève un certain nombre de questions, puisque cela ne garantit pas l'abandon de pratiques violentes, plus insidieuses, moins objectivables, comme par exemple les violences psychologiques dont on a parlé, l'emprise ou les comportements à caractère sexiste, les humiliations, les intimidations. Et d'autant plus que les auteurs de violences sont désormais outillés, comme je le disais, avec des concepts qui explicitent les mécanismes de ces types de violences. Un autre effet controversé, c'est le fait que le stage se donne pour mission donc d'aborder la question de l'égalité de genre comme un principe incontournable. Donc en pratique, cela désigne le principe universaliste dans le traitement judiciaire des personnes qui permet parfois de justifier que des femmes se retrouvent sanctionnées dans des modalités similaires aux hommes. Toutefois, leur participation au stage affecte la dynamique des débats. Leur présence atteste pour les auteurs de violences conjugales du caractère symétrique des violences et constitue en soi une preuve du partage des responsabilités dans le passage à l'acte. Toutefois, les femmes rencontrent des difficultés à se retrouver dans les propos des intervenantes, dont les anecdotes et la grammaire au sujet des violences conjugales sont calibrées sur des références normatives genrées des rôles et des victimes d'auteurs de violences. C'est-à-dire qu'on conjugue les victimes au féminin et les auteurs de violences au masculin, généralement dans les propos. Et de plus, dans leur cas, dans le cas de ces femmes qui sont sanctionnées au stage de responsabilisation, il s'agit généralement de violences réciproques pour lesquelles leurs partenaires, leurs ex-partenaires font l'objet d'une sanction similaire. Donc, au-delà de prolonger l'expérience des violences, le dispositif accroît les risques d'une démission précoce de la procédure pour ces femmes. En cela, aurait pour effet d'entraîner, comme je le disais, son invalidation et donc de réactiver la procédure pénale. Donc, au bout du compte, le sentiment de ne pas être à leur place pour ces femmes est susceptible d'engendrer une condamnation plus sévère
que celle des hommes. Dans le récit qu'ils font des faits, le passage à l'acte, il est d'abord présenté comme un événement imprévisible. Il est une perte de contrôle qui est rapidement dépassée. Toutefois, ils soulignent à ce moment-là et valorisent leur capacité à reprendre le dessus sur leurs émotions et à freiner le déferlement dont ils disent pouvoir être capables. Voilà, c'est le sens de ce premier extrait d'entretien. Donc le stagiaire que j'ai pu rencontrer me dit donc j'ai donné que des coups de pied dans la jambe parce que j'aurais pu me défouler. J'avais encore conscience que ça aurait pu être carrément pire. J'aurais pu péter un câble et taper avec les poings. J'ai quand même gardé une certaine lucidité. Donc on est déjà là dans le déni de préjudice et on va voir aussi un déni de singularité. L'ensemble contribue à minimiser l'impact des violences. Donc dans les récits, j'ai repéré ce déni de responsabilité qui se polarise sur des configurations conjugales qu'ils ont entretenues avec leur compagne. Ils se présentent donc généralement comme des partenaires concernés par le confort matériel de leur foyer et ils accusent d'ailleurs volontiers leur compagne d'entretenir des attentes capricieuses et déconnectées des modalités de leur réalisation. En plus du reste, ils sont une majorité à penser qu'ils assument également de prendre en charge les vulnérabilités sociales et psychiques de leur compagne. La plupart pourvoient donc à l'essentiel des revenus du foyer, ce qui entretient une situation asymétrique tout à fait favorable à l'infantilisation de leur compagne. Ils soulignent leur générosité, mais au cours de l'entretien, on découvre qu'en fait, celle-ci n'était pas toujours désintéressée puisqu'elle leur permettait d'exiger des contreparties, et notamment des contreparties affectives. Ensuite, la montée en charge des responsabilités qui pèsent sur ces hommes pourrait trouver une contrepartie dans la sécurité affective de leur relation, mais elle s'accompagne en réalité d'une insatisfaction toujours croissante exprimée par leur compagne. Donc, avec cette formule, on est des chevaliers, mais les femmes ne sont plus des princesses. Ils évoquent les influences sociales obsolètes, finalement, qui encouragent les hommes à adopter des comportements qui sont aujourd'hui en décalage avec les inspirations contemporaines des femmes. Leur interprétation du traitement qui leur a été réservé aussi généralement entre une satisfaction teintée de soulagement et le sentiment d'une application extensive des règles procédurales par les professionnels de la justice. Donc dans cette partie, moi j'ai interrogé la manière dont la procédure pénale affecte l'interprétation que les auteurs de violences ont de la sanction. Donc d'abord les attitudes de coopération avec les règles procédurales. Donc, dans le premier type de récit, les auteurs de violences adoptent une attitude coopérante, suggérant qu'une certaine complicité s'est installée avec les services d'enquête. Ils facilitent le travail des professionnels, ce qui leur offre en contrepartie l'opportunité de se présenter comme des personnes sur qui la procédure a produit un effet positif, en ce sens qu'elle les a donc responsabilisés. Ils font la démonstration de leur adhésion aux règles sociales et en miroir, ils entretiennent la distance avec cette représentation pathologique de l'auteur de violences conjugales, la représentation un peu archétypique. Donc c'est le sens de cet extrait de Emmerich. Donc, le gendarme a compris que j'étais pas un psychopathe, que c'était un coup de chaud. Il m'a dit « Vous êtes victime de vos mots ». Ah oui, pardon, j'ai mis seulement un extrait, donc je vous lis la suite. Il m'a dit « Vous êtes victime de vos mots ». Il a fait son job. Et en sortant, je lui ai dit « Si toutes les gardes à vue sont comme ça, je reviens plus souvent ». Ça permet même un peu d'humour. Donc très souvent, la procédure, elle relève selon eux d'une forte incitation à la plainte par les enquêteurs auprès des victimes. Oups. Donc d'abord, ils désignent les politiques pénales soudainement volontaristes et répressives en matière de violence conjugale et estiment servir d'exemple. Donc, il décrédibilise un peu la constance et la pertinence des décisions de justice qui seraient alors soumises aux fluctuations des politiques publiques. Et ensuite, il rappelle que cette conjoncture médiatique, elle affecte également le travail des professionnels de la justice. Il suggère que ces derniers sont d'ailleurs contraints d'appliquer des règles institutionnelles sévères. C'est le sens de cet extrait avec Quentin qui nous dit donc qu'ils étaient en pleine campagne contre les violences envers les femmes. Je pense que ça n'a pas aidé. Ça ne m'étonne pas. Pendant tellement d'années, ils n'ont rien fait que maintenant, ils se sentent obligés de rattraper le retard, de faire du chiffre et tout le monde est coupable. Bon, ils ont généralement qu'une vague idée en fait de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Et j'ai pu observer que... Pardon, je reste là. Et j'ai pu observer que ceux qui s'offrent les conseils d'un avocat sont mieux préparés à l'expérience de la procédure pénale. Ils ont tendance à mieux accepter la sanction, voire à se sentir soulagés qu'elle ne soit pas plus sévère.
Cependant, cette attitude-là, elle n'est pas statique puisqu'elle est modulée selon la perception qu'ils ont des rapports sociaux qui se sont imposés à eux au cours de la procédure. On va voir maintenant donc, les attitudes de résignation et de confrontation avec le droit, puisque l'arrestation, la garde à vue, le recueil de l'empreinte digitale génétique, l'audition de police, l'audition devant le magistrat et enfin le passage à la barre lors de l'audience correctionnelle, eh bien, cette série d'événements-là, elle constitue en fait une cérémonie de dégradation, pour reprendre les propos de Garfinkel, une cérémonie de dégradation de l'identité sociale des justiciables. Et l'entreprise, elle a d'autant plus de succès auprès des primo-délinquants qui n'ont pas le recul ni l'expérience nécessaire pour distinguer les actes qui relèvent de la routine procédurale de ceux qui illustrent le traitement des faits de gravité exceptionnelle. Donc, ils tentent de relativiser le passage à l'acte au regard de leur trajectoire biographique exemplaire jusqu'à l'événement, afin de le considérer, cet événement judiciaire, comme non représentatif de leur identité. Voilà. Donc c'est le sens de cet extrait avec Raoul qui me dit « Ce qui m'a fait du mal, c'est quand la police est venue me menotter dans mon salon, chez moi, parce que j'ai considéré que depuis 30 ans que je travaillais, que j'oubliais jamais de dire bonjour à mes voisins, tout à coup j'étais un enculé. » Pardon pour la vulgarité des propos. La distance sociale, ensuite, qui les éloigne des magistrats, limite aussi parfois la portée du discours juridique. Dans l'extrait suivant, on parle de théâtralité du droit, de mascarade. Ce sont des qualificatifs récurrents qui sont attribués à la justice. De même que la féminisation de la profession de magistrat leur fait craindre une connivence de genre entre les victimes et les professionnels qui sera alors tentés d'exprimer des opinions féministes dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est le sens de cet extrait-là. Donc nous les hommes, alors pardon, il me manque un extrait, je vous le lis pour illustrer la théâtralité du droit, les mascarades. C'est le sens de cet extrait-là. Donc au niveau du procès, c'est une mascarade. On a l'impression d'être au théâtre. Comme ils parlent, ça renvoie au magistrat. C'est très théâtral. Et puis c'est de la justice à la chaîne. Et puis ils ne regardent pas les faits dans leur totalité. C'est des préjugés, on juge. Et puis voilà. Donc on observe dans ce discours-là, en fait, une distance sociale, une distance en termes de capital procédural, presque, avec la scène qui est en train de se dérouler devant ce stagiaire. L'extrait suivant donc, illustre, lui, la crainte de cette connivence de genre entre les professionnels et les victimes. Donc nous, les hommes, on comprend que c'est perdu d'avance, c'est perdu, et alors quand vous commencez à entrer dans le cursus judiciaire, vous en êtes encore plus persuadés. Et cette stratégie-là de déculpabilisation, elle est aussi mobilisée pour justifier les raisons pour lesquelles, eux, ils n'ont pas entamé de procédure pénale, malgré la soi-disant réciprocité des violences dont ils prétendent être les victimes. Finalement, le stage, voilà, il s'est imposé comme un mode de sanction majeur dans les pratiques d'orientation pénale, mais aucun dispositif d'évaluation systématique ne permet d'en mesurer les effets sur les représentations et les comportements des personnes. Donc, dans les récits, on repère bien, comme je vous l'ai montré, la persistance de représentations finalement problématiques qui sont liées à la masculinité, à sa mise en scène dans les rapports conjugaux, ainsi que dans les rapports de genre et de classe qui structurent leur confrontation à l'institution pénale. Et ces conclusions, elles suggèrent également qu'il semble donc indispensable de redéfinir plus explicitement les objectifs des programmes de responsabilisation et peut-être pertinent d'élaborer simultanément un dispositif d'évaluation permettant de mesurer leur impact, leur efficacité. Si on prend un programme type, je vais vraiment faire des généralisations, mais pour vous donner une idée un peu de comment ça se passe puis de quels sont les programmes qu'on offre, même s'il y a des variations, c'est ça entre les organismes, le portrait général des services se présente comme ça. Les services sont très accessibles. J'ai ajouté ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est un enjeu là, par rapport à ce qu'on a entendu hier. Donc, ils sont parfois gratuits ou selon une contribution qui est établie selon le revenu de la personne. Donc, il n'y aura jamais des services qui vont être refusés à quelqu'un pour une question d'argent. Pour nous, c'est un principe. Environ 2 entretiens individuels préalables sont offerts, qui servent notamment à évaluer la situation en général, à gérer le risque de suicide et d'homicide conjugal, et à susciter la motivation de la personne à poursuivre et à s'inscrire dans la démarche de changement.
On parle de entre 14 et 25 rencontres de groupe ou de suivi individuel qui constituent la démarche complète. Par la suite, il peut y avoir là, des démarches de maintien des acquis, donc c'est vraiment une moyenne. Il y a environ 8 hommes par groupe, composés de volontaires ou de personnes ayant une contrainte légale. C'est vraiment des groupes où il y a la mixité des deux clientèles. Les objectifs sont vraiment l'arrêt de la violence et la prévention de la récidive, en tenant compte toujours de la sécurité des victimes, la responsabilisation de ceux-ci et le développement de relations saines et égalitaires, qui est très important. La co-animation des groupes est habituellement mixte pour incarner une relation égalitaire au sein du groupe, donc ça aide beaucoup à camper la position claire des intervenants. Et même si la structuration est variable, on traite des thèmes communs. Par exemple, on va voir toutes les formes de violence, on va insister sur l'importance du choix de non-violence comme mode de vie, on va également parler beaucoup des conséquences de la violence, donc on a plusieurs volets et activités qui sont communes à tous les programmes. Pourquoi avons-nous réalisé ensemble une recherche sur la responsabilisation? Donc, je ne vous apprendrai rien ce matin en vous disant que la responsabilisation, c'est un élément central dans les politiques publiques au Québec, ici en France, mais partout dans le monde. C'est un principe à la fois féministe, donc de déculpabiliser les victimes, enlever le blâme et en faire porter la responsabilité à l'auteur, mais c'est aussi un principe qu'on pourrait dire humaniste, c'est-à-dire qu'on ne peut accepter de changer. Le changement n'est possible que si on accepte la responsabilité de nos actes. Ceci étant dit, c'est assez paradoxal quand on consulte les écrits scientifiques de remarquer qu'il y a très peu de recherches sur la responsabilisation comme telle. Il y a évidemment, bon, il y a quand même quelques recherches, mais justement ces recherches-là donc vont être assez équivoques, par exemple sur la définition, sur les dimensions, vont nous montrer aussi que responsabiliser des auteurs de violence, c'est une démarche qui comporte plusieurs défis. À travers ce processus, un auteur de violence, finalement, doit faire 5 choses. Il doit reconnaître la violence qu'il a exercée. Il doit prendre conscience des conséquences de sa violence. Il doit en venir à choisir la non-violence, développer et maintenir des relations saines et égalitaires et, en fait, développer et renforcer l'autonomie individuelle. Cette définition-là a été très marquante dans notre analyse parce que c'est sur cette base-là qu'on a dégagé les principales pratiques. L'offre de services varie sensiblement selon les villes et les ressources à disposition dans les différentes régions. Je n'ai pas le temps ici de détailler ces différentes modalités, mais retenez que le groupe est au cœur de notre approche, puisque nous proposons un cycle de base de 42 heures en groupe et que celui-ci peut être prolongé à la demande de l'usager. Comme je l'ai mentionné, en 2022, nous avons donc animé l'équivalent de plus ou moins 56 cycles de 42 heures. Avant l'intégration dans un groupe, il y a un entretien téléphonique et puis 2 à 3 entretiens individuels en face à face préparatoires au groupe. Tous les groupes sont animés par un duo mixte de professionnels et est composé de maximum 9 participants. Nous nous sommes largement inspirés des modèles de prise en charge au Québec. Nous avons été formés et supervisés durant de nombreuses années par le service Options de Montréal et nous poursuivons depuis une tradition d'échange de savoir et de pratique, autant avec les services qu'avec les universités au Québec. Je précise que les groupes ne sont pas mixtes du côté des participants. Nous organisons séparément des groupes pour femmes auteurs de violences. Il m'est difficile ici de vous résumer en quelques phrases quelle est l'approche de Praxis, puisque Praxis a choisi de se définir une approche transthéorique ou intégrée. C'est-à-dire que nous nous inspirons de plusieurs modèles, de plusieurs approches. Nous allons puiser dans l'approche systémique, mais aussi dans l'approche féministe, dans l'approche TCC et bien d'autres. Le socle de base qui nous anime, c'est l'approche humaniste.
Ça veut dire qu'en cohérence avec une perspective de responsabilisation telle qu'elle vient d'être redéfinie, nous reconnaissons à chaque personne son droit fondamental à s'autodéterminer. Nous nous appuyons essentiellement sur l'ici et maintenant du groupe et sur la relation d'aide, considérant que cet espace sécurisé devient un contexte d'apprentissage sur soi et de possible évolution. Nous adoptons donc une position collaborative avec les participants du groupe, en phase avec des objectifs préalablement discutés, refusant d'adopter une position de savoir sur l'autre. Chaque personne rencontrée dispose de ressources internes et externes, limitées certes, mais réelles et valables, qui ne demandent qu'à s'éveiller et à se développer. Le comportement infractionnel, et plus largement les comportements violents, sont au cœur de chaque séance de groupe. Toutefois, la personne ne se résume pas à ses comportements et nous abordons en groupe toutes les sphères de la vie intime. Nous constatons que nos usagers masculins expriment un besoin énorme de re-questionner en toute sécurité leurs points de repère acquis lors d'apprentissages sociaux qui ne sont plus adaptés ou acceptés aujourd'hui. Ils sont en perte de repère. Nous constatons que nombre d'entre eux ont également subi les inconvénients d'une masculinité traditionnelle, comme l'interdit de certaines émotions, des vulnérabilités cachées, des traumas restés secrets, voire tabous, une grande difficulté à demander de l'aide face à une détresse intime. La dimension genrée des violences conjugales ne fait aucun doute. Alors, psychologues, criminologues, sociologues, ou comme nous aimons à nous appeler, nous, à Praxis, intervenants psychosociaux, le métier qui consiste à accompagner des personnes qui exercent des violences conjugales et intrafamiliales dans un processus de responsabilisation est un métier que l'on apprend sur le terrain, à l'épreuve de la rencontre clinique. C'est un métier difficile car il demande de nombreuses connaissances et de nombreuses habiletés. Entre autres, être au clair avec le positionnement institutionnel et sociétal concernant les violences conjugales, être au clair sur le processus d'emprise et de domination conjugale qui peut parfois se répéter dans la relation d'aide. Connaître les recherches scientifiques qui nous éclairent sur les enjeux intrapsychiques à l'œuvre chez ces personnes, comme les troubles de l'attachement, les troubles de la personnalité, les angoisses d'abandon, les autres troubles de la régulation émotionnelle. Être capable de proposer un cadre et une autorité ferme, claire, fiable, non aléatoire et non abusive. Moi, j'ai envie de témoigner que cette thématique genrée, comme je l'ai dit dans l'exposé, elle est amenée par les participants dans nos groupes assez rapidement, assez spontanément. Ils parlent de leur représentation, de ce qu'est un couple, de ce qu'ils attendent d'une conjointe, de ce qu'ils estiment que la société attend d'eux en tant qu'hommes. Et ils l'amènent spontanément, très rapidement dans leurs témoignages dans les groupes, ce qui permet de faire tout un travail collectif sur les représentations, sur la façon aussi dont ils peuvent s'émanciper de certaines injonctions qu'ils ont reçues traditionnellement dans leur famille ou qu'ils estiment recevoir dans la société, et de les autoriser à se reposer la question, mais qui je veux être moi et comment je veux être dans mon couple et dans ma famille, qu'est-ce que je veux transmettre aussi à la génération suivante, à mes enfants. C'est souvent un levier de motivation très très important, ça, pour eux. On est en train d'instaurer des tribunaux spécialisés, un peu comme ce qui se fait en Espagne. Et par les travaux qui sont faits au niveau de ce tribunal-là, on travaille sur la trajectoire pour étanchéifier la trajectoire des services au niveau des auteurs. Donc, s'assurer que tout le monde est pris en charge, qu'il y a un filet de sécurité qui est mis autour de l'auteur, qu'il y a un filet de sécurité qui est mis autour de la victime et qu'il y en a un autre qui est mis autour des enfants. Et pour nous, la raison d'être de ça, c'est vraiment de travailler en complémentarité, de respecter chaque personne dans son expertise, de travailler vraiment ensemble en sachant très bien que c'est impossible de régler le problème avec une seule perspective, c'est-à-dire ni en travaillant seulement avec les victimes, ni en travaillant seulement avec les enfants. Donc, pour nous, c'est vraiment essentiel, puis c'est vraiment vers ça qu'on s'en va.